Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télésud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. Le sommet des 88 pays membres du bloc francophone s'est achevé dimanche en Tunisie. Outre le rayonnement du français à l'international, les membres de l'OIF se sont fixés pour objectif de peser plus dans le règlement des crises, notamment en Afrique. 24 heures après l'élection présidentielle en Guinée équatoriale, l'heure est au premier décompte. Sans surprise, l'actuel président Teodoro Obiang Bazogo devrait être réélu. Et enfin, au terme des prolongations, les États membres de la COP27 sont finalement tombés sur un accord concernant l'aide financière aux pays pauvres, principales victimes du dérèglement climatique. Un bilan cependant en demi-teinte puisque les pays n'ont pas réussi à fixer de nouvelles ambitions pour la baisse des gaz à effet de serre. Ce dimanche, c'est donc clôturé le sommet de la francophonie à Djerba. Les représentants des 88 États membres étaient présents pour discuter du rôle du français dans le monde, 5e langue la plus parlée. Autre objectif affiché, peser davantage dans le règlement des crises, notamment sur le continent africain. Émeric Torroignan pour les détails. Nous sommes en route vers une francophonie de l'avenir modernisée, beaucoup plus pertinente, donc en plein changement. Au regard des nouveaux enjeux qui s'imposent à l'espace francophone, le sommet de l'OIF qui s'est tenu ce week-end à Djerba en Tunisie a permis à l'organisation d'actualiser ses objectifs. Dimanche, dernier jour de cette grande messe des pays ayant le français en partage dans le monde, les travaux ont été en grande partie consacrés aux soubresauts politiques observés dans plusieurs pays membres de l'organisation, notamment en Afrique de l'Ouest, où se sont produits récemment des coups d'État au Mali ou encore au Burkina Faso. Nous travaillons en subsidiarité avec les organisations régionales et sous-régionales qui sont beaucoup plus proches de ces conflits, mais tous ces pays font partie du champ d'action politique de notre organisation. La situation politique de ces pays préoccupe l'Organisation internationale de la francophonie qui souhaite désormais intensifier son implication dans les résolutions de ces différentes crises politiques. Mais l'OIF, malgré ses moyens budgétaires limités, apporte pour le moment son soutien technique au pays, surtout dans le cadre de l'organisation des élections. La francophonie est une organisation qui soutient, qui est un catalyseur, qui, comme on le fait souvent, moi-même je le fais souvent, œuvrons pour la médiation entre les parties en conflit, apportons des soutiens techniques sur des domaines importants, des domaines, par exemple le domaine électoral, qui est une spécialité de notre organisation. L'organisation veut contribuer grandement à la réduction des tensions politiques en Afrique. Le sommet de Djerba devient alors le point de départ du renforcement de cet objectif de l'OIF. En attendant le prochain sommet qui aura lieu en France, la secrétaire générale de l'organisation réélue pour un nouveau mandat de 4 ans s'est engagée à s'investir davantage dans le règlement des crises, aussi bien politiques que climatiques, auxquelles font face de nombreux pays africains. Et en marge de ce sommet dimanche, le président du Kenya, William Ruto, est arrivé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. William Ruto y a rencontré son homologue Félix Tshisekedi pour discuter investissement, intégration régionale et surtout évoquer la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Dimanche, les rebelles du M23 ont revendiqué des attaques simultanées dans plusieurs villages situés près de Goma, au nord-est du pays. Ces affrontements marquent une reprise de l'offensive après une accalmie de 24 heures. Ce lundi, William Ruto a assuré que la force régionale est-africaine en cours de déploiement dans l'est de la RDC avait pour mandat d'imposer la paix aux groupes armés récalcitrants. Le résultat du scrutin ne faisait aucun doute. Dimanche, le dépouillement des votes a débuté en Guinée équatoriale, donnant la faveur à l'actuel président Teodoro Obiang Bazogo et en lui permettant de briguer un nouveau mandat. Face à lui, 2 candidats, Andrés Essono Ondo et Buenaventura Monsui Asumu. Le point sur la situation avec Lorraine Mabou. C'est dans l'un des 2972 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire que le président sortant,
Teodoro Obiangema s'est rendu dimanche pour déposer son bulletin de vote. Pour cette course à la présidentielle, l'actuel président est face à Andrés Essono Ondo, candidat du seul parti d'opposition du pays, et Bonaventura Moncio Asumu du parti allié au pouvoir. Depuis que nous avons commencé cette campagne le 3 novembre jusqu'à maintenant, tout est normal. Les gens font comme si c'était amusant. Ça ne ressemble pas à une campagne comme dans d'autres pays où il y a des problèmes, etc. Non, nous avons tous un temps normal ici. Tant pour le Parti démocratique de la Guinée équatoriale que pour les partis d'opposition. Entre 8h et 18h, près de 500 000 Équato-Guinéens se sont rendus aux urnes pour départager les 3 candidats. Dans chaque bureau de vote, 2 agents de force de l'ordre ont été affectés pour veiller au bon déroulement des opérations. Nous votons pour que les choses se passent normalement parce que nous jouissons de la paix. Et nous voulons continuer avec la paix dont nous jouissons dans notre pays. Parce que si vous regardez bien, ici en Afrique centrale, le seul pays d'Afrique centrale où les jeunes profitent, c'est la Guinée équatoriale. 2 heures après la clôture des votes, la commission électorale a annoncé les premières tendances. C'est le président sortant qui est pour l'instant en tête du dépouillement. Les résultats provisoires seront cependant annoncés vendredi prochain et seront ensuite validés par la Cour constitutionnelle. Nous votons pour un avenir meilleur. Nous élisons des personnes qui dirigeront pour les 7 prochaines années. Nous sommes ici ce matin pour exercer le droit de vote. Comme indiqué, je suis de Guinée équatoriale et je suis venu pour voter. Les élections présidentielles qui devaient se tenir en avril 2023 ont été anticipées en raison du coût important des scrutins dans un contexte de crise économique causée par la guerre en Ukraine et la pandémie de Covid. C'est un bilan contrasté sur lequel s'est clôturé ce week-end la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Après 36 heures de retard par rapport à la clôture officielle, les États ont signé un texte sur la compensation financière des dégâts causés par le changement climatique subi par les pays les plus pauvres. Autre difficulté rencontrée, l'échec à fixer de nouvelles ambitions pour la baisse des gaz à effet de serre. Un accord dont l'Union européenne s'est dite déçue. On écoute à ce propos Frans Timmermans. Il est le vice-président de la Commission européenne. L'Union européenne est venue ici pour obtenir un langage fort et nous sommes déçus de ne pas y être parvenus. Je nous invite vivement à retrousser nos manches et à montrer au monde que la lutte pour l'ambition d'un avenir meilleur n'est pas encore terminée. Ce que nous avons là, c'est un pas en avant trop court pour les habitants de la planète. Il ne fournit pas assez d'efforts supplémentaires de la part des principaux émetteurs pour augmenter et accélérer leur réduction d'émissions. Et lors de cette COP27 en Égypte, la jeunesse de plusieurs pays africains était présente pour défendre sa vision de l'environnement. Focus sur une nouvelle prise de conscience. Reportage. Dirigé par les jeunes et pour les jeunes, le pavillon de l'enfance et de la jeunesse a été créé pour amplifier la voix des jeunes et stimuler l'action sur les politiques climatiques mondiales, essentielles pour assurer leur avenir. Le programme des événements a été co-créé par une équipe de jeunes soutenue par certains des principaux réseaux de jeunesse et ONG du monde. L'objectif est de rassembler de jeunes militants comme Bonaventure Bondo Kikangala, venu de la République démocratique du Congo. Je suis activiste climat et je suis coordonnateur national d'une association dénommée Mouvement de jeunes pour la protection de l'environnement, une association au niveau de la RDC qui lutte contre les changements climatiques au travers la sensibilisation de la population, spécialement de la jeunesse. D'autres jeunes militants pour le climat comme Christelle Leslie Silsikana, une Camerounaise basée à Bruxelles, ou Rukia Abdi du Kenya, ainsi que Frédéric Binamungu Simon de la Tanzanie voisine sont venus jusqu'à Sharm el-Sheikh pour participer aux discussions.
Je suis ici parce que je sais ce que ça fait d'être affecté par le changement climatique. Ma communauté souffre dans mon pays et je suis ici pour être à la table des décisions pour représenter les voix du jeune du Sud global et ceux venant des communautés marginalisées qui sont affectées par le changement climatique. Beaucoup de déceptions face au manque d'implémentation des précédentes COP. Et ce n'était pas seulement le cas des jeunes. Les institutions de développement travaillant sur des projets et autres initiatives durables impliquant les jeunes ont également partagé leurs regrets. Tout le monde sait que les promesses qui ont été faites à Glasgow depuis l'accord de Paris, tout le monde sait très bien que ces promesses n'ont pas été tenues. Aujourd'hui, à quelques exceptions près, tout le monde constate qu'en effet, cette question du climat est une question essentielle. Alors le sujet, c'est que faisons-nous de notre planète? Considérons-nous que c'est notre propriété ou considérons-nous que nous en sommes juste les locataires pour les générations suivantes? C'est dans cet esprit-là que la BOAD travaille. Alors que l'objectif de ces jeunes militants pour le climat était surtout de rencontrer d'autres activistes venus du monde entier pour réclamer ensemble la justice climatique, ils sont toutefois arrivés bien préparés pour échanger des connaissances, partager des solutions et exiger des actions concrètes de la part des dirigeants mondiaux. Un reportage d'Initiative Africa que vous retrouverez dans son intégralité ce soir à 20h30 sur Télésud. La France qui appelle ses ressortissants à limiter leurs déplacements au Burkina Faso, le lancement de la semaine pour l'industrialisation de l'Afrique au Niger et la centrale nucléaire de Zaporizhzhia à nouveau ciblée, c'est le reste de l'actualité réalisée par Marie Serran, Noël Dong et Ahmed Paraiso. La France appelle ses ressortissants vivant au Burkina Faso à limiter leurs déplacements dans le pays. Cet appel concernait déjà les ressortissants français au Niger et au Mali. Hormis les capitales Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, tout le reste du Burkina Faso est décrit par la France comme des zones à risque. Vendredi, une manifestation contre la présence de la France au Burkina Faso a visé l'ambassade de France à Ouagadougou et la base militaire de Cambouassan, en périphérie de la capitale. C'est dans cette base qu'est stationné un contingent de forces spéciales de la Force Sabre. Le gouvernement burkinabé a lancé un appel au calme. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, n'a pas écarté l'éventualité d'un départ des forces spéciales françaises basées au Burkina Faso. Puis le 30 septembre, date du deuxième coup d'État militaire au cours de l'année 2022 au Burkina Faso, des manifestations hostiles à la France sont régulièrement organisées dans le pays, un peu comme au Mali. La semaine pour l'industrialisation de l'Afrique a été lancée dimanche à Niamey au Niger avec l'ouverture du premier sommet des femmes transformatrices africaines. Elle sera marquée par 2 sommets extraordinaires des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le premier sommet débattra du thème « Industrialiser l'Afrique » et le deuxième concernera la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Depuis 2018, la Semaine pour l'industrialisation de l'Afrique offre l'occasion de réfléchir sur les actions pour la transformation structurelle du continent en vue d'atteindre les objectifs de développement durable. La centrale nucléaire de Zaporizhzhia a de nouveau été la cible de frappes dimanche. Des frappes dont Moscou et Kiev se sont à nouveau accusés mutuellement. L'Agence internationale de l'énergie atomique a évoqué une bonne douzaine de frappes. Son responsable a jugé la situation de gravissime sans en attribuer la responsabilité aux forces russes ou ukrainiennes. Mais Raphaël Grossi considère ces frappes absolument délibérées et ciblées. L'AIEA appelle à arrêter cette folie. Retour à présent sur le forum Afrique RSE Santé et Impact qui a rassemblé vendredi dernier à Paris des décideurs européens et africains ou encore des managers d'entreprises sur le thème « Une santé durable ». Au cœur de la feuille de route, l'urgence de disposer de financements longs et à impact pour soutenir l'innovation en santé sur le continent. Reportage de Valentine Exantus et Camille Polvet. Derrière les portes du grand accélérateur européen de start-up en e-santé, représentants d'organisations internationales, managers d'entreprises, professionnels de la santé se sont réunis pour la 2e édition du Forum Afrique RSE Santé.
Acteurs du secteur privé et public ont une fois de plus réfléchi ensemble pour trouver un modèle de santé durable en Afrique. C'est très important qu'on fasse des partenariats qui soient fondés sur des valeurs communes. Donc nous, quand on travaille par exemple chez Gavi avec un partenaire privé, on s'assure que les intérêts des uns et des autres sont bien compris. C'est pas du saupoudrage, c'est pas du greenwashing ou du social washing. On investit ensemble pour des solutions qui vont être profitables et bénéfiques à tout le monde. Et je crois que c'est ça qui permet de s'assurer que ce qu'on fait, d'abord, ça va avoir du sens, et puis en plus, ça va être durable. Rythmé par différents panels sur les partenariats, l'innovation et les financements, le forum a également tenu à récompenser les personnes à l'initiative de projets santé en Afrique. Parmi les lauréats, Amina Aboukali, administratrice générale de la Fondation Orange Guinée. Son projet a permis de mettre en place une caravane de santé qui sillonne la Guinée pour apporter un accès aux soins aux personnes de plus de 60 ans. En Guinée, cette tranche de la population n'est pas prioritaire aux yeux des ONG ou des acteurs de la santé. Mais c'est surtout l'occasion pour moi de féliciter toutes les personnes qui, comme moi, se sont mobilisées sur cette caravane. Ce sont les salariés, les bénévoles et surtout les partenaires. Donc oui, je suis très heureuse, très fière pour eux parce que finalement, ça me permet de transmettre aussi d'autres messages. Un particulièrement qui me tient à cœur et qui s'adresse à l'endroit de ce que j'appelle affectueusement les engagés. Toutes ces personnes qui sont mobilisées, qui sont déterminés, mobilisés à faire du bien, à impacter positivement leur entourage, les communautés, à servir les communautés. Pour cette deuxième édition du Forum Afrique RSE Santé, un appel à l'action et à l'investissement est lancé aux entreprises pour placer la santé au cœur de leurs priorités et soutenir l'innovation en santé sur le continent africain. C'était l'événement sportif du dimanche, le coup d'envoi de la Coupe du Monde à Al Khor au Qatar. Il opposait le pays hôte à l'Équateur qui est sorti vainqueur à 2-0. Outre la défaite du Qatar, l'ambiance dans les stades jugée mitigée. Au cours de la deuxième période, les départs des tribunes se sont intensifiés, ce qui est un fait rare pour un match d'ouverture. Prochaine rencontre à suivre, Angleterre-Iran à 14h, Sénégal-Pays-Bas à 17h. C'est d'ailleurs le premier représentant africain à faire son entrée dans la compétition. Les Lions joueront sans leur capitaine Sadio Mané, forfait pour cette compétition. Et le dernier match du jour opposera les États-Unis au Pays de Galles à 20h. Et avant de nous quitter, je vous propose un retour en arrière sur la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar. Comme vous pouvez le voir, ce premier temps fort a offert des jeux de lumière et des danses traditionnelles qui rappelaient la culture du golf. Plusieurs artistes se sont succédés comme l'acteur américain Morgan Freeman, le chanteur du groupe de K-pop BTS Jungkook ou encore le chanteur qatari Fahed El Koubaissi. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télésud.